vous avise qu'après la période des questions et réponses orales sera tenu le vote reporté sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 44, loi visant principalement à la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, depuis maintenant 14 jours, des lignes ferroviaires névralgiques sont bloquées par des communautés autochtones. L'économie du Québec est durement touchée par ces barricades. Au total, ce sont 120 millions de dollars en marchandises qui sont bloqués chaque jour au Québec. Au cours des 2 dernières semaines, le premier ministre s'est exprimé à plusieurs reprises. Il a dit que c'était un problème d'abord et avant tout en Colombie-Britannique. Ensuite, il a renvoyé la balle à Justin Trudeau et il a rappelé également qu'il était en lien avec Doug Ford. Ce qu'on a appris hier, c'est que les chefs héréditaires avec lesquels Ottawa voudrait discuter ne seraient pas disponibles avant la fin février. Et rien n'indique actuellement que le conflit va se régler rapidement. Un axe névralgique de notre développement économique est donc coupé. Et on comprend que les négociations, c'est la responsabilité du fédéral, mais le premier ministre doit également poser des actions concrètes pour répondre aux citoyens et aux entreprises qui l'interpellent chaque jour. Il peut et il doit agir. Je demande donc au premier ministre de se lever ici en Chambre et de nous expliquer concrètement son plan pour au moins actuellement soutenir nos entreprises durement affectées durant cette période de crise. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, depuis 2 semaines, on vit une situation qui est inacceptable. Il y a des voies ferrées qui sont bloquées de façon illégale et les conséquences, c'est qu'il y a des pères, des mères de famille qui perdent leur emploi. C'est déjà arrivé au CN et hier, l'Association des manufacturiers nous disait si ce n'est pas réglé dans les prochains jours, il y aura aussi des mises à pied dans des compagnies manufacturières québécoises. Donc, Monsieur le Président, on est tous d'accord pour dire qu'il faut écouter, qu'il faut respecter les peuples autochtones, mais il faut aussi écouter, respecter les Québécois, les Canadiens. Ce que je demande à M. Trudeau, c'est de coordonner un échéancier. Je pense que c'est important que M. Trudeau, que le gouvernement fédéral fixe un échéancier pour les discussions. Ça ne peut pas être, comme on l'a entendu hier, la fin février. Il faut que ça se passe dans les prochains jours, pas dans les prochaines semaines. Cet après-midi, à 4 heures, j'aurai une rencontre téléphonique avec les autres premiers ministres des autres provinces et c'est ce que je demanderai. C'est-à-dire qu'unanimement, on demande à M. Trudeau de fixer un échéancier serré au cours des prochains jours et, par la suite, il ne faut rien exclure. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Actuellement, Monsieur le Président, on parle de pénurie de propane, on parle de pénurie alimentaire, on parle de littéralement presque une crise économique qui va poindre à l'horizon. Dès vendredi, on nous dit que certaines usines vont devoir même stopper leur production. Monsieur le Président, ces usines manquent de matériaux, de liquidités. Est-ce que le premier ministre peut mettre en place dès maintenant une aide financière afin de soutenir ces entreprises? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la priorité à court terme, c'est de débloquer les voies ferrées. Par la suite, effectivement, il ne faut pas exclure de s'asseoir avec les entreprises, d'examiner les pertes et, comme je le disais, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Ce blocus a lieu suite à un projet en Colombie-Britannique. Actuellement, le nœud du problème du côté ferroviaire est à Belleville, en Ontario. Donc, Monsieur le Président, ce n'est pas malheureusement de mon ressort de pouvoir discuter des solutions. C'est du ressort de M. Trudeau, mais on va mettre de la pression à M. Trudeau. Les travailleurs québécois ont le droit à leur Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je suis d'accord, Monsieur le Président, que les négociations, c'est du ressort de M. Trudeau. Mais l'économie, c'est quand même une compétence provinciale. Et je crois que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de leadership pour aider nos entreprises. Parce que quand on va manquer de propane et que nos usines seront obligées de fermer, il sera probablement trop tard. Alors ma question, je la répète, va-t-il, oui ou non, éventuellement soutenir nos entreprises durant cette période totalement d'incertitude actuellement? Monsieur le Premier ministre.
Oui, Monsieur le Président, on va le faire. Comme lorsqu'il y a eu la grève au CN, on a mis des mesures alternatives, entre autres suite aux conséquences du manque de propane, donc qui avait un impact, entre autres, pour les agriculteurs. Je sais qu'actuellement aussi, il y a un impact sur le carburant des avions. On a un problème sérieux aussi au port de Montréal, parce qu'actuellement, on commence à manquer d'espace pour décharger les bateaux. Donc, il y a un risque, effectivement, qu'on soit plus capable de recevoir des bateaux au port de Montréal. Donc, la situation est très grave. C'est pour ça que M. Trudeau doit agir. On doit fixer un échéancier. Puis, pour la suite des choses, s'il y a une intervention policière, il faut le faire de façon coordonnée dans toutes les provinces du Canada. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le rôle du premier ministre, c'est de nous préparer aussi au pire. Et en ce sens-là, compte tenu des événements, c'est le temps d'avoir un plan d'action et de gérer cette crise. C'est notre économie actuellement qui est touchée. Ça prend donc un leadership en cette matière. Est-ce que le premier ministre pourrait rassurer nos entreprises aujourd'hui sur la suite des choses? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je compte sur le chef du Parti libéral pour répéter comme moi que ce blocus est illégal et qu'on doit intervenir. Je comprends, on a tous des craintes, on a déjà vu dans le passé ce qui s'est passé dans certaines crises, incluant la crise d'Oka, mais à un moment donné, actuellement, les entreprises souffrent, les Québécois souffrent, donc je compte sur l'appui du Parti libéral pour ne pas exclure une intervention policière, mais il faut le faire de façon coordonnée. Je vois l'ancien ministre des Finances qui n'est pas d'accord avec ça. Donc, est-ce que le chef du Parti libéral est en désaccord avec son ancien ministre des Finances? S'il vous plaît, monsieur le député, s'il vous plaît, merci. La parole appartient maintenant qu'à la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la députée, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, quand le premier ministre était à l'opposition, il se vantait de plusieurs choses. Une de ces choses, c'était d'être un grand deal-maker. On l'a vu avec le retour de Davos 2 fois, 0 deal. On l'a vu à son retour dans l'Ontario sur Hydro-Québec, 0 deal. Il se vantait également d'être le champion des sièges sociaux. Laboratoire Choisi, Fordia, Groupe Maurice, Nordresa, Air Transat, pour ne nommer que ceux-ci. Il nous a également parlé de plancher d'emploi. Combien de fois il nous a parlé de plancher d'emploi qu'il fallait obtenir dans les négociations? C'était vraiment important d'avoir des planchers d'emploi. Et pourtant, hier, même s'il a parlé de poursuites monstres, son ministre de l'Économie a dit « Le concept de garantie d'emploi, c'est un concept qui est fictif. » Alors, deal-maker, échec. Champion des sièges sociaux, échec. Plancher d'emploi, échec. Est-ce qu'il peut nous dire ce sur quoi il va enfin réussir d'un point de vue économique? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, j'aimerais juste faire une petite correction. Effectivement, pour moi, une garantie d'emploi, c'est un concept fictif politique. Par contre, dans le cas de Airbus et dans le cas de Alstom, les engagements qui ont été pris par les deux sociétés sont dans le béton. Dans le cas d'Airbus, c'est le maintien des activités d'assemblage à Mirabel et le maintien du centre nerveux du A220 qui réside au Québec. Dans le cas d'Alstom, j'ai parlé moi-même, M. Poupard-Lafarge, le président de la société. Il s'engage formellement, via la Caisse des dépôts, via l'entente, à 3 choses. Il va premièrement établir un siège social des Amériques ici, dans le Grand Montréal. Il s'engage à créer un centre de recherche en ingénierie pour la motorisation, l'électrification et l'adaptation des véhicules selon le climat nordique. Et s'engage aussi, avec des contrats, à rehausser les emplois à Sorel-Tracy et à La Pocatière. Alors, je pense que c'est un engagement comme celui-là, comme ceux-là, sont très, très forts. Et l'emploi, ça va venir en corrélation avec les commandes. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, le message ici, c'est que ça fait 1 an et demi que le gouvernement est au pouvoir et qu'on regarde les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je rappelle, par exemple, l'histoire des exportations. Entre l'année dernière et l'année précédente, il y a eu une chute de la croissance de nos exportations de 70 %. Alors, si la stratégie du gouvernement fonctionne si bien, est-ce qu'il peut nous dire de combien sera la croissance des exportations cette année? Monsieur le ministre de l'Économie. Premièrement, avec mon collègue ministre des Finances, on constate que 2019 est une année remarquable pour l'économie du Québec. Une nuance, les exportations, effectivement, ont une hausse de 0,4 % si vous lisez ce matin l'Institut de recherche statistique du Québec, un peu en retard par rapport à l'Ontario et au Canada. Par contre,
la croissance du PIB du Québec se situe à peu près à 3 %. Et quand on regarde la composition de la croissance du PIB, on parle de la croissance des emplois et croissance de la productivité. C'est la première année, on va le voir dans le budget, c'est la première année depuis 10 ans où on a une hausse de productivité par rapport à ce qu'on a eu dans le passé. Donc, la productivité du Québec s'est accrue. Les exportations Deuxième vont complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. On pourra discuter longtemps de la croissance de la productivité, mais une chose est sûre, c'est que le premier ministre, lorsqu'il était à l'opposition, il se vantait de vouloir voir les investissements privés arriver, qu'il aurait un compteur sur son bureau, Monsieur le Président, qui regarderait les résultats. Or, force est de constater que depuis son arrivée, il y a eu une chute des investissements privés, de la croissance des investissements privés de 30 %. Alors, il va avoir un budget bientôt. Est-ce que dans ce budget, on va finalement commencer à avoir une hausse de la croissance de nos investissements privés? Monsieur le ministre de l'Économie. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Je pense que le député de Saint-Sainte-Anne est expert de tout ça maintenant. Si on regarde maintenant les vrais chiffres, la croissance en 10 mois en 2019 des investissements privés non résidentiels au Québec est de 1,1 %. En Ontario, négatif 1 %. Le reste du Canada, négatif 1,3 %. Le Québec se démarque par rapport au Canada. Et on en voit une hausse relative des investissements et on voit le début d'une nouvelle période où les entreprises sont confiantes et veulent investir au Québec. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. S'il vous plaît, sans commentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, les chiffres sont compilés, les constats sont clairs, les temps d'attente à l'urgence ont augmenté de façon drastique au Québec depuis l'arrivée de la Coalition Avenir Québec. Monsieur le Président, voici ce qui se passe au Québec. Juste entre 2017 et 2018, les temps d'attente avaient diminué de 15 %. Déjà, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a réussi à perdre tout le terrain gagné. À leur arrivée au pouvoir, le délai moyen était de 13 heures. Aujourd'hui, ils ont remonté ça à 15 heures. Appelez ça comme vous voulez, Monsieur le Président. Les chiffres ont augmenté, ils ont bondi, ils ont explosé. La réalité, c'est que les délais à l'urgence sont hors contrôle, que la ministre de la Santé a perdu le contrôle. Ça ne peut pas continuer comme ça, Monsieur le Président. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que derrière les chiffres, il y a des Québécois, il y a des gens malades, il y a des aînés, il y a des gens fiers qui se retrouvent entassés sur des civières à l'urgence pendant beaucoup trop longtemps, qui attendent plus longtemps que jamais, des gens qui s'attendaient au moins de la Coalition Avenir Québec à ce que les choses aillent dans la bonne direction. Comment la ministre de la Santé, comment le premier ministre peut ne pas être gêné de son bilan? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, je pense que ce qui est important de faire maintenant, ce qui n'a jamais été fait par le précédent gouvernement, c'est d'appliquer des mesures structurantes pour notre réseau parce que, Monsieur le Président, il faut régler une fois pour toutes l'engorgement des urgences. C'est pas normal qu'il y ait la moitié des visites à l'urgence qui sont des citoyens, Monsieur le Président, qui ne trouvent pas réponse dans les cliniques médicales, Monsieur le Président. C'est pas normal. S'il vous plaît. Au Québec, il faut régler une fois pour toutes ce problème. Et c'est ce que nous allons faire, Monsieur le Président, avec les médecins de famille qui soient disponibles 7 jours semaine, les soirs, les fins de semaine, qu'on change le mode de rémunération des médecins, qu'on donne davantage d'actes comme le diagnostic aux infirmières praticiennes spécialisées, aux pharmaciens, Monsieur le Président. Ça n'a jamais été fait par le précédent gouvernement. Ça a été fait ailleurs, au Canada. Mais pendant 15 ans, ils ne l'ont pas fait. Nous allons le faire, Monsieur le Président, et on va régler la situation des urgences de cette façon, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac, vous êtes le seul à avoir la parole. Oui, Monsieur le Président, on va prendre 2 secondes pour regarder les chiffres en région, mais retenez-vous parce que vous allez vouloir vous arracher les cheveux. Dans les Laurentides, ils sont rendus à 20 heures et 20 minutes d'attente en moyenne. En moyenne. Aujourd'hui, il y a 27 patients qui attendent depuis plus de 48 heures. Mais le pire, Monsieur le Président, c'est en Outaouais. Juste cette année, les délais ont augmenté en Outaouais de 25 %. Ça, c'est 4 heures de plus d'attente à l'urgence. Jamais dans toute l'histoire de l'Outaouais, ça a été aussi pire. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, le pire, c'est que le gouvernement libéral, là, il n'y a pas... Le pire, c'est qu'il n'a pas ajouté des lits en hospitalier, Monsieur le Président, notamment dans la couronne de Montréal et en Outaouais. Il y a un besoin criant, Monsieur le Président. En plus, Monsieur le Président, combien de lits d'hébergement qui ont investi pendant 4 ans? 250, Monsieur le Président.
Nous, on a acheté 900 places au printemps, 800 places à l'hiver, et ma collègue ministre responsable des aînés, 2600 places maison des aînés en 2022, Monsieur le Président. Terminant. On va le régler, le problème. Je vais vous demander, s'il vous plaît, sans commentaire sur les réponses, d'être moins bruyant, qu'on écoute bien tant les questions que les réponses. Vous connaissez les règles. Monsieur le député de Pontiac, à vous la parole. Monsieur le Président, notre bilan, il est ici. Leur bilan, il est là, Monsieur le Président. À Montréal, augmentation de 12 des temps d'attente juste cette année. En Montérégie, on attend 26 heures sur civière à Châteauguay. Même chose à Valleyfield. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. La pile est épaisse, Monsieur le Président. La courbe est pareille partout. Jusqu'à maintenant, leur bilan santé, c'est un échec sur toute la ligne. Tous les indicateurs sont au rouge. Pouvez-vous m'expliquer ce que la ministre attend? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, s'il vous plaît, encore une fois, je vous demanderai d'être moins bruyant. On écoute la réponse comme vous souhaitez qu'on écoute la question. Monsieur le Président, ça prend un certain temps pour réparer les dégâts de l'ancien gouvernement. 285 places en hébergement. Nous, on annonce 2600. On a acheté 800 au printemps, autant à l'hiver. Monsieur le Président, on veut régler une fois pour toutes le problème des urgences au Québec avec des mesures structurantes en première ligne, très important, les médecins, les IPS, les pharmaciens, ce que le gouvernement libéral n'a jamais fait, Monsieur le Président. On va régler le problème une fois pour toutes dans les urgences du Québec. En terminant. Question principale, Monsieur le député de Jean-Lesage. Merci, Monsieur le Président. En campagne électorale, le premier ministre avait promis de réduire le temps d'attente aux urgences. Ce matin, on apprend que depuis avril dernier, les Québécois passent 9 de plus de temps sur une civière à l'urgence. Ça, c'est presque 90 minutes de plus que l'an dernier. En Montérégie, il y a des patients qui passent 26 heures sur une civière en moyenne. 26 heures sur une civière à attendre que le gouvernement fasse son travail. Pendant ce temps-là, il y a un médecin spécialiste qui facture 54 000 $ pour une prime oxygène. En une semaine, c'est plus d'argent que ce que gagne par année une préposée aux bénéficiaires. Quand la CAQ parlait de changement, je ne suis pas sûr que les Québécois avaient compris qu'on allait passer plus de temps sur des civières à l'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, à vous la parole. S'il vous plaît, votre attention. Oui. Bien, Monsieur le Président, c'est ça, j'attendais la question. Ce qui se passe, là, c'est qu'il faut réparer beaucoup de choses. Le maintien à domicile. Le maintien à domicile. On a investi 280 millions cette année. C'est du jamais vu. Mais effectivement, il y a eu un désinvestissement dans le passé, mais nous, on remet l'investissement et c'est très important de continuer à investir en maintien à domicile pour garder les gens à domicile, pour éviter justement qu'ils viennent à l'urgence. Mais l'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'on dit par rapport aux 50 % de citoyens qui vont à l'urgence parce qu'ils ne trouvent pas de réponse en première ligne, c'est sûr que si la réponse, elle est là en première ligne, on va désengorger l'urgence ambulatoire, mais on va aider aussi les urgences où il y a des gens sur civière. Alors, on continue, notre engagement est ferme, notre volonté est ferme et notre plan est clair, médecins de famille, plus d'offres de services et à 7 jours semaine, les soirs, les fins de semaine, IPS et pharmaciens. Première complémentaire, s'il vous plaît, encore une fois, votre attention. Monsieur le député. La ministre nous dit ce qu'elle a fait jusqu'ici. Si les choses stagnaient, je dirais, on peut acheter l'argument que ça va s'améliorer un jour, mais là, les choses empirent. Alors, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dire ça prend un certain temps pour réparer les dégâts des libéraux, je suis bien d'accord, moi aussi. T'sais, on peut faire ça, c'est quelque chose que dit beaucoup le gouvernement ces temps-ci sur plein de sujets, c'est la faute aux libéraux. Mais moi, la question, c'est à quelle date ce gouvernement-là sera-t-il imputable de ce qu'il fait? Juin? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, encore une fois, j'aimerais votre attention à toutes et à tous. La réponse et la parole n'appartient qu'à la ministre. Je pense que vous l'entendez. S'il vous plaît. Merci. Bien, Monsieur le Président, notre engagement, c'est certainement dans le mandat que ça va se réaliser.
Et ce sont des mesures structurantes qui vont demeurer et qui vont avoir un effet à long terme, Monsieur le Président, sur le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, des mesures structurantes avec les médecins de famille pour qu'il y ait plus d'offres de services dans les GMF et que les citoyens aillent de moins en moins dans les urgences. 50 des visites ne devraient pas être là parce que les citoyens n'ont pas assez de réponses en première ligne. C'est là-dessus qu'on travaille et on veut que ce soit pérenne. Ça veut dire que ça dure. Ces mesures-là, qu'on ne se retrouve plus avec ce problème dans le futur, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur les députés. Bon, j'ai ici un tweet qui a été fait par notre premier ministre en 2017, 31 décembre, là, la veille du jour de l'an. Inacceptable. Durée moyenne de séjour sur une civière à l'hôpital Pierre-le-Gardeur de Terrebonne, 14 heures aujourd'hui. À 14 heures aujourd'hui, c'était 19h08. Bien là, c'est pire. C'est 19h19 d'attente. Si c'était inacceptable à l'époque, pourquoi est-ce qu'il l'accepte aujourd'hui? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, encore une fois, votre attention. Alors, c'est encore inacceptable. On a annoncé l'ajout de lits à Le Gardeur. Comment ça fait que ça n'a pas été fait avant, quand il y a une explosion démographique? On a annoncé un hôpital à Vaudreuil. Comment ça se fait que ça n'a pas été fait avant? Je vais vous dire. S'il vous plaît, Monsieur le député, s'il vous plaît. Monsieur le député, je m'adresse à vous, s'il vous plaît. Je vous demande le silence. La parole n'appartient à Monsieur le député. Je viens de vous parler. Je vous demande le silence, je vous demande votre attention. Madame la ministre, à vous la réponse. Toute la couronne de Montréal, Monsieur le Président, l'Outaouais, négligé pendant 15 ans, Monsieur le Président. Nous, on les a fait, ces annonces-là. On est en marche. On va y construire, ces lits d'hôpitaux. Puis on a 2600 places dans les maisons des aînés qui vont aider. Et en plus, Monsieur le Président, on développe le maintien à domicile. On sait à quel point c'est important pour les gens qui demeurent à domicile. Alors, ces mesures-là structurantes, incluant la première ligne, c'est ça qui va changer le réseau de la santé et des services sociaux. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Alors, pendant des mois, pendant des années, on a justement entendu le premier ministre, quand il était dans l'opposition, répéter les chiffres d'attente dans les urgences. On l'a entendu s'époumoner à dénoncer les heures d'attente dans les urgences de chaque région du Québec. Le problème, c'est que maintenant qu'il est au pouvoir, effectivement, la situation ne s'améliore pas, elle empire. On les a effectivement, les tweets qu'il a envoyés, le premier ministre. Inacceptable. Un coup de barre s'impose. Échec du gouvernement. Voici les temps d'attente aujourd'hui dans la région des Laurentides, Monsieur le Président. Hôpital régional de Saint-Jérôme, durée moyenne de séjour, 34 heures, 6 minutes. Taux d'occupation, 151 %. Saint-Eustache, 33 heures d'attente, 169 % de taux d'occupation. Centre de service de Rivière-Rouge, durée moyenne, 15 heures 33, taux d'occupation, 152 %. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est la même réponse. C'est des mesures structurantes qu'il nous faut dans le réseau. Et effectivement, 50 des visites dans les urgences, c'est des citoyens qui ne trouvent pas réponse en première ligne, Monsieur le Président, dans les GMF, qui devraient donner une réponse plus importante avec les médecins de famille, avec les équipes multidisciplinaires, 7 jours semaine, le soir, la fin de semaine. Également, le projet de loi au niveau des infirmières praticiennes spécialisées, ça va donner plus d'offres de services en première ligne également, et les pharmaciens. Alors, tout ça, ça n'a pas été fait dans le passé, et nous, on est en train de le faire. Et c'est ça qui va changer de façon permanente notre réseau de la santé et des services sociaux, en ajoutant, bien évidemment, l'ajout de lits hospitaliers, notamment dans les Laurentides, et l'ajout de lits en hébergement dans les maisons des aînés, 2600. Il y a des projets dans les Laurentides. Alors, c'est à ça qu'on voit actuellement. Et nous, nos mesures vont avoir un effet permanent sur le réseau de la santé et des services sociaux, et on va vraiment désengorger les urgences avec ces mesures pour le futur. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Autre région, région de Lanaudière. Le premier ministre aime bien la citer, l'hôpital de Terrebonne. Hôpital Pierre-le-Gardeur.
Durée moyenne, 19h19, taux d'occupation, 142 %. Centre hospitalier régional de Lanaudière, 15h33 d'attente, taux d'occupation, 152 %. Monsieur le Président, qu'est-ce que la ministre répond à ces patients qui attendent plus longtemps qu'auparavant dans les urgences? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, nous, on est le premier gouvernement qui fait une réforme d'accès. Nous, on n'est pas dans des réformes de structure. Alors, notre plan, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est des mesures structurantes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais demander votre collaboration à toutes et à tous. Je suis convaincu que vous souhaitez entendre les réponses, comme vous souhaitez entendre les questions. C'est trop bruyant pour l'instant. Collaboration. Madame la ministre, poursuivez votre réponse. Les pays où ça fonctionne bien, Monsieur le Président, le réseau de la santé, c'est des pays qui ont une première ligne forte. Parce que le citoyen, il n'est pas obligé d'aller à l'urgence pour avoir du service. Il va dans des cliniques médicales, il voit des équipes multidisciplinaires, il voit son médecin de famille, 7 jours semaine, il est accessible. Puis il y a des moyens technologiques pour ça aussi, le téléphone, la télémédecine. Nous, c'est là-dessus qu'on travaille, Monsieur le Président, et on va réaliser nos objectifs. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, troisième chance. Montérégie, hôpital Charlemagne, 105 %, l'hôpital au Richelieu, 114 %, Hôtel-Dieu de Sorel, 165 %, hôpital Honoré-Mercier, 108 %. Monsieur le Président, on parle de réformer l'accès, donner plus d'accès. Le projet de loi sur les pharmaciens est dans un no man's land. Quand allez-vous l'adopter? Le projet sur les IPS, quand allez-vous l'adopter? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, on s'adresse toujours à la présidente. Vous connaissez la règle. Bon Dieu, le projet de loi sur les IPS, effectivement, on est en commission, en étude article par article. Puis évidemment, mon collègue est présent et on compte toujours sur la collaboration des oppositions pour, évidemment, le faire dans les meilleurs délais pour que ça s'applique et pour qu'on augmente l'accès pour nos citoyens. Et ça va être bien important. Donc, j'en comprends, Monsieur le Président, qu'on aura la collaboration, comme toujours, de nos oppositions pour que ce projet de loi chemine le plus rapidement possible, Monsieur le Président. Et pour les pharmaciens, ça, c'est une petite révolution, Monsieur le Président. Évidemment, les pharmaciens peuvent en faire davantage et on va arriver à bon port, donner plus d'offres de services aux citoyens. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que ça a été adopté tant sous Bayon, mais la loi 40, c'est une méga réforme de structure. Vous avez peut-être manqué le mémo, mais c'est quand même ça. Pour ce qui est aujourd'hui de nos classes dans notre réseau d'éducation, Monsieur le Président, prenons un exemple. Une classe de première année secondaire, maximum 30 élèves. Par contre, il y a une pondération qui est faite lorsque nous avons des élèves avec des besoins particuliers, notamment HDAA ou avec un trouble de spectre de l'autisme. Par exemple, un élève TSA pourrait être coté 3, donc il équivaut à 3 élèves. Par conséquent, si vous avez 3 élèves TSA, vous allez avoir 21 élèves dits réguliers et 3 autres TSA qui valent pour 9 au total pour un maximum de 30. Hier, j'entendais le ministre dire « on ne touche pas à ça ». Peux-tu nous expliquer alors pourquoi les présidents du Conseil du Trésor, noir sur blanc dans les offres patronales qui ont été déposées le 17 décembre, touchent spécifiquement à ça et enlèvent la pondération a priori? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis très content de cette question parce que ça nous permet de préciser quelque chose. On va y toucher à la pondération a priori parce qu'on va l'améliorer. Il y a ce phénomène où des élèves qui ont des besoins particuliers, qui exigent plus de services, plus d'implication en temps, plus d'engagement en temps de la part des enseignants, et ils sont comptés comme valant 2, 3 élèves. Donc, ça diminue le nombre d'individus dans la classe, mais c'est simplement en reconnaissance du travail des enseignants qui doivent adapter, modifier leurs pratiques pédagogiques pour répondre aux besoins de ces élèves-là. Et dans le dépôt, on ne va pas faire la négociation ici, mais on peut expliquer ce qu'il y a. On dit qu'on veut retirer la grille actuelle parce qu'on veut en faire une meilleure avec les représentants syndicaux pour mieux reconnaître les besoins de ces enfants-là. Il y a peut-être des enfants qui ne reçoivent aucune pondération en ce moment et qu'on pourra considérer pour qu'à la fin, les services aux élèves
soit meilleure et qu'on facilite le travail des enseignants pour les aider à faire ce qu'ils font mieux tous les jours, prendre soin de nos élèves. Première complémentaire, Madame la députée. Par contre, on dirait que le ministre n'est pas invité à la grande table. Parce qu'à la grande table, il y a le président du Conseil du Trésor. Lui, là, il dit pas d'améliorer, il dit on retire. Un pour un, tous pareils. Laissez faire les besoins particuliers. Il dit même qu'il faut enlever la définition de EHDAA. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir, le ministre de l'Éducation, enseignant idéaliste, est-ce qu'il va se lever pour son réseau ou est-ce qu'il va faire comme le PEC puis s'écraser? Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le président du Conseil du Trésor. Monsieur le président du Conseil du Trésor, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je pense que mon collègue a très, très bien répondu. Puis je vous dirais que ce que suggère la députée, c'est, et je comprends sa question, c'est est-ce qu'il y a collaboration ou coordination avec le ministre de l'Éducation dans les négociations? La réponse est oui. Nous avons coordonné nos efforts. L'élément que la députée suggère, c'est un élément qui n'est pas à la table centrale, c'est un élément qui est avec le ministère de l'Éducation parce que c'est eux qui comprennent bien la question de la pondération. Alors, quand nous avons déposé les offres pour le gouvernement, nous avons été très clairs qu'il fallait adresser la pondération. Mon collègue a très bien répondu. On va retirer la grille actuelle et nous allons proposer une grille qui va améliorer les conditions des enseignants. Deuxième complémentaire, Madame la députée, s'il vous plaît, sans commentaire sur les réponses ni sur les questions. À vous la parole, vous êtes la seule. Je comprends qu'il restait bien assis, donc il s'écrase devant le président du Conseil du Trésor. Non, je vais demander. Non, encore une fois, j'ai bien compris. Madame la députée, s'il vous plaît, je vous demander d'être prudente dans les propos à être utilisés. Vous le savez fort bien, ce n'est pas acceptable. C'est un propos blessant, Madame la députée. C'est un propos blessant, Madame la députée. Je vous demande d'être prudente sur ce que vous dites également, d'éviter des termes de ce type. On en a déjà beaucoup parlé. On n'a pas besoin de ça ensemble pour faire avancer les débats. Continuez votre question. Vous, qu'est-ce qui est blessant aussi? C'est de lire le professeur Vivier, un chercheur en santé mentale de l'Université Laval. Voici ce qu'il a à dire des offres patronales. Les offres qui sont faites aux enseignants accentueront non seulement les phénomènes de pénurie de personnel, de désertion professionnelle, des départs précipités à la retraite, mais aussi leurs problèmes de santé mentale. Lorsque nos profs sont épuisés, parce qu'il y a des gens qui refusent de reconnaître le travail qui est fait, bien, ils quittent. Ça fait qu'on a des enfants, pas des individus, des enfants qui n'ont pas de service. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous êtes le seul à avoir la parole. S'il vous plaît, vous êtes le seul à avoir la parole. C'est bien. Alors, je pense que ça démontre un travail d'équipe quand deux ministres successivement se lèvent pour parler des négociations. On ne pourra pas négocier ici, mais on peut faire quand même des mises au point. On peut vous garantir que les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions d'enseignement des élèves, des enseignants et de tous ceux qui travaillent dans les écoles, toutes les équipes écoles, s'amélioreront à la suite de ces négociations. Il faut aller aux tables, aux forums qui ont été créés par le président du Conseil du Trésor. On en a une, d'ailleurs, sur la santé mentale, sur le soutien psychologique. Donc, il y aura des bonifications du point de vue salarial. Il y aura des améliorations de conditions d'enseignement, puis on va prendre soin des gens aussi. Question principale, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on risque d'adopter un projet de loi néfaste pour l'économie des régions. Un projet de loi qui centralise massivement les achats du gouvernement. Moi, contrairement au ministre dans sa tour à Québec, je suis sur le terrain, en région, et je vois ce que ça veut dire concrètement des économies d'échelle. Il y a une imprimerie chez nous qui prévoit une perte de chiffre d'affaires de 15 % et une coupure de 2 postes. À Amos, la Chambre de commerce estime que c'est 9 millions en achats de la commission scolaire qui vont sortir de la région. Pour notre économie, c'est énorme. La CAQ prétend être le gouvernement des régions et il ne manque aucune occasion pour accuser les autres d'être déconnectés de cette réalité-là. Mais avec ce projet de loi centralisateur, la CAQ s'attaque directement aux PME des régions. Il est minuit moins une. Ma région, comme toutes les régions du Québec, sont inquiètes. Est-ce que le ministre peut faire la seule chose qui s'impose et reculer sur son projet de loi? Monsieur le ministre, Monsieur le président du Conseil du Trésor. Bon, écoutez, Monsieur le Président, je pense qu'il y a eu pas mal de discussions au cours des derniers mois parce que le projet de loi 37 sur les acquisitions gouvernementales et sur les infrastructures technologiques perdure depuis très longtemps. Je pense qu'il y a eu une collaboration
assez importante, non seulement avec l'opposition, mais aussi on a beaucoup écouté ce qui a été discuté dans les consultations particulières. L'enjeu des achats locaux et des PME a été soulevé plus d'une fois. Nous avons fait les amendements nécessaires, Monsieur le Président, pour nous assurer qu'il y aurait ce respect-là de la part des acheteurs lorsque le nouveau groupe serait créé. Par exemple, il va y avoir des clauses, même on va modifier la LCOP, la loi pour les offres publiques, pour nous assurer que lors de regroupement, il y aura la notion d'achats locaux et de PME qui devront être protégés. Alors, je comprends, puis je l'ai expliqué hier soir en Chambre à l'adoption du projet de loi, qu'il y aura des éléments à améliorer, mais le projet de loi en tient compte et nous allons nous rassurer que nous respectons nos engagements face aux régions et aux PME. Merci, M. le Président. Mais à complémentaire, Mme la députée. Monsieur le Président, le ministre prétend être capable d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Il nous dit qu'il va faire des économies d'échelle, mais qu'il n'y aura pas de changement d'échelle, pas de centralisation. Ça ne tient pas la route, ça, Monsieur le Président. Personne n'est dupe. Pour faire des économies d'échelle, comme veut le ministre, il faut faire des plus gros contrats. Il faut s'approvisionner chez les plus gros fournisseurs. Puis les gros fournisseurs, ils sont où? Ils ne sont pas dans nos régions. Pour qui travaille la CAQ, Monsieur le Président? Les PME de nos régions ou les grandes entreprises? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Écoutez, je pense qu'on travaille pour plusieurs personnes. On travaille pour les citoyens du Québec. On a pris des engagements par rapport aux achats locaux, par rapport aux PME. Je donnerai à titre de statistique, encore une fois, je l'ai mentionné hier soir, Monsieur le Président, en ce moment, nous achetons auprès de 82 000 PME au Québec par les achats gouvernementaux. C'est un pourcentage très important. Ça ne veut pas dire qu'on va mieux acheter, qu'on n'achètera pas avec les PME et de façon locale. Il y aura des instructions très claires qui vont être données à nos acheteurs pour respecter nos engagements. Et de plus, cette documentation-là, comme on l'a discuté dans le cadre de PL 37, sera inscrit et sera suivi de par nos gestionnaires pour s'assurer que nous respectons nos engagements. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Le député de la Prairie n'a pas l'air de comprendre c'est quoi la réalité des régions. On a besoin que nos hôpitaux, nos écoles, nos bureaux du gouvernement achètent local. Partout dans la société, c'est ça qu'on encourage, acheter localement. Partout, sauf à la CAQ, où on est encore coincé dans le vieux modèle de la centralisation. C'est ça le changement, Monsieur le Président, faire encore plus de centralisation que les libéraux? Monsieur le Président du Conseil du Trésor, je vous demanderai l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Que la question de la préoccupation, elle est normale, puis la députée fait très bien son travail. Mais ce que je lui répondrai, c'est que nous avons fait aussi notre travail pour nous assurer que ça serait fait correctement. Puis je vous donne simplement un exemple. Il y a des façons d'acheter qui n'ont rien à voir avec le... Pardon? Continuez. Il y a des façons d'acheter qui n'est même pas utilisées. On ne se servait pas du facteur de qualité. Alors, le facteur de qualité permet de mieux acheter avec les PME, de contribuer à l'achat local. Donc, je vous dirais, ça sera à nous de prouver que par le futur, nous allons respecter nos engagements envers les PME et les achats locaux. Merci. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, le Québec est pris dans une crise de main-d'œuvre. Le Conseil du patronat a déclaré hors de tout doute la rareté de main-d'œuvre est loin de s'estomper et s'aggrave, et ce dans toutes les régions du Québec. La Fédération de l'entreprise canadienne indépendante, c'est un fait bien établi. La pénurie de main-d'œuvre sévit au Québec. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les PME qui dynamisent notre économie et nos régions. Pendant ce temps-là, le ministre de l'Immigration a fait entrer beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, sans bilan et de précariser l'immigration. Son slogan était « en prendre moins pour en prendre soin ». Là, ce qu'il fait, c'est en prendre plus pour en prendre moins soin. On manque notre cible sur tous les tableaux. Hier, Radio-Canada a présenté un reportage qui exprime la souffrance de ces travailleurs temporaires ainsi que leur précarité. Et ce que le ministre de l'Immigration peut faire, la seule chose qui s'impose, c'est d'avoir un système d'immigration qui va accueillir les gens dans le but de rétention, mais pas dans un but de précarité. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec le député de Néligan. Il faut faire en sorte que le programme des travailleurs étrangers temporaires soit modernisé et modifié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en communication avec le ministre fédéral depuis plus d'un an et demi, donc avec M. Hussein et avec M. Mendicino, que j'ai rencontré il y a environ 2 semaines de cela à Ottawa, pour lui faire part à nouveau des revendications du gouvernement du Québec qu'on souhaitait que le programme des travailleurs étrangers
temporaire soit géré uniquement par le gouvernement du Québec parce que, vous savez quoi, Monsieur le Président, on a toute l'expertise nécessaire au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour connaître les besoins de main-d'œuvre du Québec. Alors, ce qu'on demande, c'est le rapatriement complet du programme des travailleurs étrangers temporaires de façon à répondre aux besoins des entreprises dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Parce que, savez-vous quoi? La Commission des partenaires du marché du travail réclame la même chose que le gouvernement du Québec. Et qui siège à cette commission-là? Les syndicats, le patronat, le milieu de l'éducation, les groupes associatifs. Monsieur le Président, ils appuient tous le gouvernement du Québec. Ils ont même adopté une résolution et font la demande au gouvernement fédéral d'amener des assouplissements, notamment pour faire en sorte que les travailleurs étrangers temporaires pourraient peut-être avoir un permis de travail qui soit lié à la région plutôt qu'à un seul employeur pour éviter des situations comme on a vu. Première complémentaire, Monsieur le député Néligan. Le ministre voulait en prendre moins pour en prendre soin. Le ministre en a pris beaucoup plus par sa mauvaise gestion et il les met dans la précarité. Le ministre ne travaille pas pour la rétention. Le ministre ne travaille pas pour que l'immigration soit notamment un succès au niveau de la main-d'œuvre. Tous les chiffres le démontrent. Votre arrimage n'est pas là du tout. Après l'échec en santé, en économie, c'est un autre échec qui s'ajoute à la longue liste du ministre de l'Immigration. Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous la parole. Le Président, au contraire, depuis qu'on est arrivé, on déploie plusieurs mesures, un parcours d'accompagnement personnalisé, des cours de français pour toutes les personnes immigrantes, qu'ils soient permanents ou temporaires, une augmentation de 24 d'assiduité au cours de francisation. Si ça, ce n'est pas des mesures, Monsieur le Président, qui font en sorte de s'assurer de vouloir franciser, de vouloir bien intégrer les personnes immigrantes, je me demande c'est quoi. Le Parti libéral a laissé durant 15 ans le réseau de l'immigration se détériorer. On ne prenait pas soin des gens et c'est pas moi qui le dis, c'est la vérificatrice générale du Québec en 2017, Monsieur le Président. Alors, je peux vous dire que l'intégration des personnes immigrantes et surtout le fait de poser des actions pour sélectionner les personnes immigrantes en lien avec les besoins du marché du travail, Monsieur le Président, c'est une priorité pour nous et on va continuer. Et je souhaite d'ailleurs que le Parti libéral m'appuie là-dedans. Deuxième complémentaire, Monsieur le député Denis Néligan, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, le ministre de l'Immigration a pris une mauvaise décision pour régler un problème permanent. C'est ça son résultat, Monsieur le Président. C'est ça ce qu'il a fait jusqu'au mois de septembre 2019. Il a dépassé les seuils de 2018 en nombre de travailleurs étrangers temporaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les inclure dans ces seuils et atteindre ces seuils. Monsieur le Président, 64 000 immigrants en 2019. 64 000 immigrants. Si je prends la catégorie immigrants permanents, ils agissent. Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous la parole. Monsieur le Président, le député Néligan mélange des pommes avec des oranges. On parle d'immigrants permanents, d'immigrants temporaires. Parlons des immigrants permanents, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai reçu un appui. L'intégration des immigrants est fondamentale. Il faut le dire, le Parti libéral a laissé sans ressources, finalement, plusieurs immigrants arriver. Et présentement, il faudrait qu'il y ait un meilleur encadrement des immigrants, un meilleur soutien, un meilleur accompagnement des immigrants. Et ça, c'est fondamental dans les débats qui vont venir parce que cette intégration-là, c'est le premier travail que les immigrants vont pouvoir faire en sorte que, oui ou non, ils vont être capables de s'intégrer, Monsieur le Président. Dans les premières 2 ans, dans les 2 premières années, on diminue à 45 000 et on revient à des niveaux qui étaient au-delà de 50 000 parce qu'on veut s'assurer de revoir le programme d'intégration pour qu'à long terme, on soit capable d'intégrer les immigrants. La future chef du Parti libéral qui a dit ça, Monsieur le Président. Question, s'il vous plaît, sans commentaire. Madame la députée de Vaudreuil. Nous sommes au Québec et je vous en prends rien en vous disant qu'après l'hiver, c'est le printemps. Et malheureusement, pour plusieurs de nos citoyens, ça veut dire inondation. Alors que le gouvernement de la CAQ avait promis d'être des héros, des sauveurs, c'est plutôt la déception et l'inquiétude déjà bien palpables dans nos comtés. On constate que les lacs sont à des niveaux records. Chez nous, le niveau du lac Saint-Louis et du lac des Deux-Montagnes est le plus élevé dans les 47 dernières années. En mai dernier, la ministre avait dit « on va y voir ». Depuis, toujours pas d'explication. Bien qu'on nous avait promis des résultats pour décembre dernier, aucune nouvelle du travail du grand comité d'action mis en place l'an passé. Les citoyens sont inquiets. Ils ont peur de revivre des tragédies des dernières années. Le gouvernement de la CAQ va-t-il attendre les inondations avant d'agir? Les citoyens veulent savoir qui gère les barrages, à quand les actions concrètes, et où le plan d'action du gouvernement? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Monsieur le Président. À titre d'information, j'aimerais quand même donner des informations vraiment importantes parce que on a eu les statistiques par rapport aux indemnités de 2017, par rapport aux inondations de 2019. Puis c'est vraiment important de le dire parce que les dossiers en 2017, en janvier, étaient fermés à 6 %.
Les dossiers en 2020 sont fermés à 70 %. Alors, il y a quand même une grande amélioration. Je vais y aller rapidement. On a notre groupe d'action ministérielle en aménagement du territoire avec les collègues ministres ici. On a un plan d'action pour 2020 avec ma collègue vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique. On va avoir le rapport du groupe d'action ministérielle qui ont travaillé des enjeux particuliers par exemple, par secteurs différents, en Beauce, à Deux-Montagnes. Alors, les enjeux sont vraiment spécifiques à des régions différentes. On va avoir le rapport à la fin février. Vous allez avoir le rapport. Et ensuite, il va y avoir des décisions de prise et des visites dans toutes les municipalités qui ont été inondées. On travaille également avec les hydrologues, les scientifiques. Soyez pas inquiets. Excusez. Le rapport sera complet. Vous en prendrez compte. Cela met fin à la période de questions de réponse orale. Merci à tous, Monsieur le vice-président.